L'homme moderne serait apparu sur le continent africain il y a au moins 300 000 ans de ça. D'un mode de vie nomade, ce n'est pourtant qu'après la fin de la dernière période glaciaire il y a 48 000 ans de cela qu'il quitte le continent africain et qu'il colonise alors progressivement toute la planète. Au néolithique, on assiste à l'émergence de l'agriculture et de l'élevage, certaines tribus changent de mode de vie, renoncent au nomadisme et commencent à se sédentariser, et vers 10 200 avant Jésus-Christ apparaissent les premières civilisations, des communautés humaines avec des codes collectifs établis, en un mot, structurés en États. Il faut bien faire la différence entre les communautés sédentarisées entretenant des liens de manière informelle sur un territoire donné dans ce que l'on pourrait qualifier de protonation, avec les premiers États, de véritables entités géopolitiques très structurées. Ainsi, il arrive que certains États sortent du cadre de la protonation. L'irrédentisme, c'est justement quand la région d'une nation d'identité différente de l'État auquel elle est rattachée cherche à renouer avec sa nation de référence. Il arrive que certains États bien structurés confrontés à des problématiques économiques liées à leur démographie et par voie de conséquence au manque de ressources, optent pour une politique impérialiste, ils décident d'envahir voire d'annexer d'autres territoires pour en utiliser les ressources à leur compte. Cela va simplement du délestage du surplus démographique chez leurs voisins, immigration voire carrément colonie de peuplement, jusqu'à l'annexion pure et simple du territoire colonisé. C'est ainsi que naissent les empires, de très gros États avec un rapport de dominant-dominé entre le peuple envahisseur et les autochtones colonisés. Les autochtones, à moyen terme assimilés, adoptent au bout de quelques générations comme langue d'usage la langue des envahisseurs. L'impérialisme dans certains cas extrêmes s'accompagne d'un nettoyage ethnique pur et simple, le peuple envahisseur ne se donne pas la peine d'assimiler les autochtones, se contentant de les éliminer physiquement. Les empires sont donc par nature des États multiethniques en ayant annexé des nations, comme la Bretagne ou l'Occitanie par exemple en ce qui concerne la France, ou de morceaux de nations, comme l'Alsace, Mayotte, le Pays basque ou la Corse. Par ailleurs, le sentiment de puissance et de prospérité d'un empire ou d'un ex-empire fait que ce sont aussi des États attractifs pour les migrants, et en particulier dans le cas d'ex-empires pour des raisons faciles à comprendre par les ressortissants des anciennes colonies. Les nationalistes constatent que lorsque l'homme préhistorique s'est sédentarisé avec l'agriculture au néolithique, les tribus nomades de chasseurs-cueilleurs se sont fixées et agglomérées, donnant naissance à des peuples sur un territoire donné. À court terme apparaît un outil de communication d'un bout à l'autre du dit territoire, une langue dite vernaculaire, spontanée, pas encore standardisée, un ensemble de dialectes intercompréhensibles d'un bout à l'autre du territoire. Les nationalistes pensent donc que ce regroupement par la langue est la manière naturelle et logique par laquelle l'homme s'organise en communauté, et que donc aujourd'hui encore, un État légitime doit se calquer sur une langue vernaculaire territorialisée, une ethnie implantée historiquement sur un territoire avéré. La différence entre les mythiques protonations du néolithique isolées les unes des autres et les nations modernes étant évidemment qu'il faut désormais tracer des frontières entre elles. Le nationalisme organique donc est une idéologie qui s'oppose frontalement à l'impérialisme, y compris à son caractère multiculturel. On parle parfois de nationalisme romantique puisque c'est au XIXe siècle, à la période romantique, que le nationalisme a vraiment émergé, par exemple en réaction aux empires austro-hongrois et turco-ottomans. On voit bien la différence idéologique entre le nationalisme organique qui définit l'unité de l'État-nation selon le continuum dialectal réel, par l'agglomération d'une communauté linguistique historique naturelle au-delà de la fragmentation dialectale, avec un noyau ethnique relativement homogène de référence, alors que l'Empire est une entité à la fois multiethnique et multiculturelle. L'Empire cimente donc son unité par la langue standard d'État imposée aux minorités ethniques afin de les assimiler. Parmi les États modernes qui ont le profil d'empire, grands États à la fois multiethniques et cosmopolites, avec une langue administrative standardisée qui est commune à tous les citoyens du dit empire et qui en fait la base de l'unité identitaire, on peut citer entre autres les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Australie, la France. Dans ces États de tradition assimilationniste, la logique impérialiste fait que les ressortissants des nations autochtones sont bien souvent stigmatisés, voire persécutés.
Il existe aussi heureusement des États-nations correspondant à peu près aux critères développés par le nationalisme organique, bien qu'il y ait très souvent des revendications irrédentistes encore inassouvies, et des tracés de frontières parfois encore litigieux. Certains sont assez anciens, comme le Japon, le caractère insulaire du Japon ayant sûrement favorisé son homogénéité ethnique et sa précoce structuration en un seul État. En Europe, la majorité des États-nations sont apparus au XIXe et XXe siècle. Ainsi, la Grèce est devenue indépendante en 1830, l'unification de l'Italie a été achevée en 1871, la Norvège est née en 1905, la Bulgarie en 1908, la Pologne en 1918, l'Irlande en 1921, la Lituanie et la Slovénie en 1990, et l'Ukraine en 1991. Ceci étant, on peut aussi citer quelques États-nations européens plus anciens comme le Danemark, le Portugal, ou la Hongrie. Il y a donc d'un côté les États-nations relativement homogènes d'un point de vue ethnique comme le Japon, l'Albanie, la Hongrie ou l'Irlande, et de l'autre les empires, nés d'une colonisation de peuplement au détriment de nations indigènes, comme par exemple les États-Unis, États fondés par des colons européens, principalement des Britanniques, sur des territoires initialement peuplés d'Amérindiens, ou encore la Turquie, créée au détriment des autochtones d'Anatolie, Grecs, Arméniens et Kurdes. Entre les empires qui écrasent en connaissance de cause les nations indigènes conquises en leur imposant leur langue, leur culture et parfois même leur religion, et les États-nations souverains répondant aux critères du nationalisme ethnique, il existe tout un panel d'États pluriethniques plus ou moins assumés en tant que tels. La Suisse par exemple fait figure de bon élève du compromis entre États pluriethniques et reconnaissance nationale. Le Royaume-Uni, lui, se considère composé de 4 nations constitutives. La Belgique, agglomérat de flamands néerlandophones, de wallons francophones, et avec une minorité ethnique allemande, respecte au moins en partie la logique nationaliste organique en officialisant dans les territoires concernés ces 3 langues autochtones, le flamand, le français, et même l'allemand. L'ex-empire espagnol a fait de même depuis sa mutation démocratique après la fin du franquisme. Ainsi, le basque, le catalan, le galicien et même l'occitan sont langues officielles aux côtés de l'espagnol. Pour résumer, si vous habitez un pays souverain au sein d'une ethnie relativement homogène, avec une seule langue historique connue en son sein, même si une langue internationale comme l'anglais, le russe, le français ou l'espagnol y est aussi parfois très employée, alors vous habitez une nation. S'il existe plusieurs langues officielles, alors vous êtes dans un État pluriethnique. Si la langue officielle a besoin d'y être imposée sur d'autres, c'est probablement parce que vous habitez un empire.